Innovation, collaboration et droit, l'internormativité dans les labs. Numéro spécial, le management face au judiciaire, les défis de l'internormativité, numéro 269 de la Revue française de gestion. D'une traite. Bonjour Mathias Béjean. Bonjour Jean-Philippe Guély. Mathias Béjean, maître de conférence à l'Université Paris-Est, IRG, Institut de recherche en gestion, et donc un article coécrit avec Laurent Drey, Université de Lille 3. Tout à fait. Voilà. C'est un article, on a collaboré justement, c'est le thème de la collaboration, on a vraiment collaboré pour cet article. Innovation, collaboration et droit, vous nous parlez des labs. Alors là, on a tout de suite un imaginaire, effectivement, on sent qu'on a changé de monde, on n'est plus dans l'entreprise, la bonne vieille entreprise. Hein. Oui, tout à fait. Alors en fait, on a essayé c'est un travail en cours qu'on avait avec Laurent Drey depuis un moment. On avait travaillé sur la création salariée, où il y avait déjà des problèmes d'interaction entre le droit du travail et le droit d'auteur, que lui avait exploré en droit, qui posaient des problèmes de gestion. Et il se trouve que depuis, ça c'était autour des années début 2010, hein, et progressivement les labs sont apparus dans le panorama et on a envie de se saisir de cet objet nouveau et de le traiter à partir de cet horizon de questionnement qui était autour de la propriété intellectuelle, hein, principalement, même si les labs par ailleurs posent tout un tas d'autres problèmes. Pour se clarifier, voilà ce que j'allais dire. Derrière le mot lab, il y a une variété de situations, donc on n'a pas tout abordé dans cet article-là. Ça va des plus connus, donc ceux qu'on traite un peu, qui sont les Fab Labs, qui sont donc des espaces de collaboration ouverts, normalement sur l'extérieur. Il y a une charte qui définit un ensemble de règles intérieures, et notamment cette idée d'ouverture sur les territoires, sur les pratiques, sur les makers, ceux qui font. Et dans ces espaces-là, il y a beaucoup de machines à commande numérique, découpe laser, les fameuses impressions 3D, donc fabrication additive, qui permettent à des gens d'élaborer, de construire son projet ensemble, beaucoup de choses et d'échanger. Voilà, ça c'est les Fab Labs. Mais il y a d'autres labs qui ont vu le jour, des labs qu'on appelle d'Open Innovation, donc ça c'est la suite de la... Enfin, disons que Chesebro en 2003 a écrit un livre, mais il y a déjà des pratiques, et puis ça s'est développé davantage. Ça, c'est des labs qui peuvent être parfois internes, parfois coportés par plusieurs entreprises, et qui ont vocation d'ouvrir davantage les processus d'innovation. Et puis il y a un autre type de lab, moi qui me tient à cœur, puisque je collabore avec eux, et que je suis devenu expert du forum des Living Labs, en santé, en autonomie. Donc je les regarde un peu se faire en ce moment, se structurer. Et là, c'est encore autre chose, hein. Les Living Labs, c'est des lieux où on va expérimenter beaucoup, faire de l'évaluation principalement d'usage, où on va co-concevoir avec des parties prenantes qui peuvent être professionnelles ou des patients. Voilà, donc c'est ça, on voit que en fait une caractéristique commune à ces lieux-là, le mot de collaboration est important, puisqu'ils vont faire intervenir beaucoup de parties prenantes en interne, plusieurs souvent métiers ou experts vont concourir à l'élaboration ou à la maturation des concepts, c'est un terme important, mais aussi beaucoup de parties prenantes extérieures normalement. Et ça va poser des difficultés concrètes d'organisation, hein, clairement, au début, qu'on sous-entend un petit peu là, et de propriété intellectuelle. Bien sûr. Voilà. Très concrètement, les mutations des relations de travail posent des questions juridiques nouvelles. C'est ça que vous nous expliquez. Tout à fait. Et donc ça, on l'avait observé dès la création salariée, mais là, aujourd'hui, c'est amplifié. Il y a vraiment une caisse de résonance dans ces nouvelles formes d'organisation. Un des premiers niveaux de crise, c'est le fameux critère de subordination. Si je prends le cas donc, de la création salariée, c'est dit donc des salariés qui font œuvre de création. Le salariat suppose dans le contrat de travail, dans le droit du travail, une subordination qui est contraire avec la notion de liberté qui est consubstantive à la notion de création. Et donc voilà, ça pose déjà des problèmes comme de ce type-là. Mais il y en a d'autres, hein, parce qu'en fait, ce qu'on découvre, c'est que le droit de la propriété intellectuelle a veillé, c'est plutôt une bonne chose, à la libre circulation des idées. Or, le mot idée devient un peu encombrant. D'ailleurs, en management, on est passé d'un management des idées à des activités d'incubation, de maturation, puisqu'on voit bien que les idées ont des niveaux donc, de maturité différents. J'évoque, par exemple, dans l'article, on évoque avec Laurent Drey, la métrique qui a été développée par la NASA sur le modèle des TRL, donc des Technology Readiness Level, qui mesurait des niveaux de maturité technologique. Hein. On a aujourd'hui des métriques qui essaient de mesurer, donc des CML, Concept Maturity Level, des niveaux de maturité au niveau des concepts. Et donc là, c'est une façon un peu plus complexe de mesurer, enfin plus complexe, je sais pas, en tout cas qui est vraiment portée sur la maturation des idées et qui donc, on rentre dans une boîte noire qui était longtemps été un peu fermée. Il y avait ce nuage de la fuzzy front-end, hein, la phase amont un peu floue de l'innovation, où dans ces phases amont-là, on avait des idées qui émergeaient, on ne savait pas trop.
Et aujourd'hui, on ouvre et on se rend compte qu'il y a des phases qui nécessitent d'être organisées, de faire intervenir des personnes ressources, donc des lignes budgétaires, et donc de la réglementation, du droit. La valeur va être répartie en plusieurs parties prenantes. Et c'est parce qu'on ouvre, en fait, cette boîte noire un peu des idées, ce qui était écrasé sous la base d'idées, qu'on a de ces difficultés-là. Et là, on rencontre des régimes juridiques ouverts, notamment. Exactement, puisqu'en fait, dans le droit, le juridique classique, on avait des dispositifs qui tentaient de régir le droit des brevets, et là, ça marche plutôt bien, mais on a une idée qui est déjà un peu posée, et puis on pose un brevet, ou pas d'ailleurs. On a des œuvres de collaboration, des œuvres collectives, c'était des outils qui existent toujours, qui vont être mobilisés, mais souvent, le droit arrive plus tard à un niveau de contentieux, pour les raisons que j'ai données avant. Et donc, dans ces fameux labs, pour éviter d'avoir des contentieux à l'appel, si je peux dire, parce qu'un lab ou un Fab Lab où il n'y aurait que des problèmes de propriété intellectuelle, à un moment donné, les gens ne viendraient plus. Si on veut qu'ils soient ouverts, il y a des logiques sociales, de dynamique sociale, de groupe, où il faut qu'il y ait de la confiance, il faut qu'on puisse se dire que ce à quoi on concourt relève aussi de biens communs. La question des communs est souvent soulevée dans ces univers-là. Et à partir de là, les régimes actuels, juridiques existants, ils ont un peu de mal. Donc, on a ouvert des pistes. On évoque plusieurs pistes qui ont été ouvertes par ces collectifs-là et d'autres, comme l'open source de Stallman, les Creative Commons qui sont un peu plus anciens. Enfin, ça, c'est une histoire autour notamment des milieux qu'on appelle les makers ou hacker spaces, donc des lieux qui étaient un petit peu marginaux avant et qui aujourd'hui deviennent presque la norme. Qui n'a pas son Fab Lab en interne, qui n'a pas son lab. Donc c'est assez étonnant. Voilà, donc. Là, vous insistez sur la nécessité d'un modèle phasé. Qu'est-ce que vous entendez par modèle phasé ? Tout à fait. Alors ça, c'est une discussion qu'on a eue avec Laure André, puisque moi, il se trouve qu'en gestion, je suis fasciné par la question de la notion du temps, qui en fait longtemps a été traitée. Si je prends Bergson, là, donc je cite dans La pensée et le mouvement, comme une quantité à gérer, et dans la gestion de projet, si on prend les modèles StageGate de Cooper classiques, on gère en fait, en gros, un temps qui est linéaire et qui correspond à un déplacement sur une droite orientée linéaire, un déplacement spatial, une quantité. Et chez Bergson, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il va conceptualiser la notion de durée, qui est un croissement par le dedans, par l'intérieur, et qui relève d'un changement dans la qualité cette fois-ci. Et je pense que la gestion, en fait, a beaucoup moins réfléchi sur cette notion de durée, cette facette du temps qui est la maturation. En droit, ils ont un peu plus travaillé là-dessus. D'ailleurs, ils citent Bergson, notamment, on l'évoque, sur la notion de temps de travail versus durée de travail, pour penser à la pénibilité ou la notion de qualité, donc du temps de travail, la durée. En management, longtemps, on l'a peu traité, et je pense qu'il y a d'autres collègues qui s'intéressent à la notion du temps, ça va devenir quelque chose d'important. Et donc, ça suppose des modèles qui tiennent compte de ça. Mais qui tiennent compte des deux facettes du temps. Donc le modèle phasé qu'on a essayé de proposer, qu'on a proposé, je dis essayer parce que c'est aussi un travail en cours, on a voulu partager des pistes, il essaye de poser justement, étant donné les types de temporalité qu'on rencontre dans les différentes phases de genèse, de développement et d'exploitation d'une innovation constituée cette fois-ci, d'essayer de voir en fait l'impact des temporalités. Par exemple, quand on a affaire à l'accroissement d'un potentiel initialement, c'est plus compliqué de faire intervenir le droit des brevets, par exemple, qu'est-ce qu'on va venir breveter. Donc les avant-contrats donnent un cadre, mais il est parfois un peu compliqué, puisqu'il suppose un certain type de relation qui n'est pas forcément compatible avec les logiques de partage, d'ouverture, de diffusion aussi, de commun, qui est l'objectif des labs, parfois, de certains labs. Donc le modèle phasé, il essaie de répondre à cette difficulté-là, et puis il essaie d'élaborer un peu la notion de droit, de temps en droit comme en gestion. Ça ouvre de nouvelles perspectives. Alors c'est du moins notre conviction, on a l'impression que ça ouvre des perspectives, parce que si on prend simplement cette idée de maturation, on a des idées qui ont ou des concepts, des niveaux de maturité différents. On voit bien qu'on peut, d'un point de vue gestionnaire, travailler ces idées-là, ces concepts différemment, mettre des ressources différemment. Mais on voit aussi que le juriste, il peut intervenir de façon au fil de l'eau, à nouveau très différente. Or, aujourd'hui, on voit apparaître chez les juristes cette prise de conscience-là. Il y a un mouvement aux États-Unis, à Stanford, autour de Margaret Hagan, qui a essayé de travailler cette law by design, donc le droit par le design ou la conception, et qui a une vision de l'intervention des juristes vraiment, je peux dire, au corps à corps avec les problèmes juridiques avant d'arriver à un contentieux. C'est-à-dire qu'on intègre le raisonnement juridique, non pas comme support au contentieux après coup, mais en amont, et voire dans les phases d'élaboration, et étant donné l'endroit où on en est.
Et ça, c'est des pistes qu'on est en train d'explorer. Donc, il se trouve que j'enseigne par ailleurs aussi à l'ENSI des ateliers, qui est l'École nationale supérieure de création industrielle. Et on a eu plusieurs travaux là actuellement sur les modes de conception du droit et les modes aussi d'intervention du droit dans les processus d'innovation. Donc ça, c'est des pistes, à mon avis, intéressantes à suivre pour les gestionnaires et pour les juristes, mais pour les gestionnaires aussi. Innovation, collaboration et droit, l'internormativité dans les labs. Un article à retrouver dans Le Management face au judiciaire. Merci Mathias. Merci.